Donc, je disais donc, le thème du webinaire d'aujourd'hui, le poste de travail, engagement RSE, quel changement aujourd'hui et demain? À l'heure de l'engagement RSE accéléré par la crise sanitaire et le télétravail, la gestion du mobilier de bureau est bouleversée. Comment les entreprises peuvent-elles s'adapter dans ce contexte? Comment contribuer au bien-être de tous et maintenir un niveau de performance satisfaisant en intégrant les enjeux liés à la RSE? Tout d'abord, je me présente, je suis Guirec Legaille, je suis fils d'artisan, j'ai fait mes premières armes dans la famille puisque à l'âge de 11 ans, je recevais la clientèle pour mon père. De formation logistique par le biais d'un master, j'ai monté et réalisé des projets d'aménagement en France, en Afrique et au Moyen-Orient. Ma dernière expérience de salarié et directeur des opérations au sein du groupe Steelcase. Je suis par ailleurs lauréat du prix de l'innovation catégorie développement durable. Et aujourd'hui, je m'attache à confronter au quotidien mes différentes expériences pour apporter au métier de l'aménagement et de la gestion des environnements de travail une contribution qui, je l'espère, sera la plus pertinente possible. Pour traiter de ce vaste sujet, je vous propose de procéder avec les sujets suivants. Tout d'abord, la définition de ce que nous appelons le poste de travail, puis un rappel sur la RSE. Pour saisir les aspects qui entourent les aménagements, une rapide chronologie des tendances. Pour terminer sur les bouleversements actuels, nous aborderons ensuite la composante essentielle de la RSE, puis les idées reçues qui empêchent souvent d'avancer, les informations clés qui, elles, font avancer. Enfin, nous terminerons par les pistes actionnables pour faire de la RSE un véritable levier de performance et nous terminerons par un échange. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par poste de travail? C'est un lieu dans lequel une personne dispose des ressources matérielles lui permettant d'effectuer son travail. Dans le tertiaire, il comporte au minimum un espace de travail, bureau, coworking, tiers-lieu, etc., un siège, un espace de rangement et, le plus souvent, un outil informatique. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par engagement RSE? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Selon la Commission européenne, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Le cadre réglementaire de la RSE, c'est la loi Pacte, qui donne une importance de viser une économie consciente et durable, une introduction de nouveaux statuts pour les entreprises et le signe d'une reconnaissance de tous les efforts allant dans ce sens. Je fais un tout petit focus sur les statuts parce que c'est important du point de vue de l'entreprise. Désormais, une entreprise peut intégrer une raison d'être dans ses statuts. Fondamentalement, c'est la reconnaissance du rôle social et d'une utilité humaine pour l'entreprise. Cela lui permet, entre autres choses, de porter son message au-delà des communications au sein même de son existence juridique. Ensuite, quelles ont été les grandes tendances? Puisque la période d'aujourd'hui, on vit des bouleversements, mais ça n'est pas unique, ça a toujours eu lieu. La différence, c'est que les évolutions passées avaient pour source un aspect organisationnel, alors que les changements observés au XXIe siècle ont une source sociétale. Tout d'abord, 1910-1950, c'est l'organisation des bureaux directement inspirée des usines en raison de la poussée générée par la révolution industrielle. Les cloisons sont alors supprimées, les bureaux alignés, ceci pour permettre un enchaînement logique des tâches et surtout une supervision directe et permanente par le contremaître. À titre d'information, 1906, c'est le premier open space. Ensuite, de 1960 à 1990, c'est l'héritage de la libération. C'est une époque qui est née dans les Trente Glorieuses. On supprime les couloirs, on rompt avec la disposition en rang. C'est l'émergence de ce qu'on appellera le bureau paysage. Le principe de ce dernier est double: rapprocher les équipes en constante interaction et organiser les pôles de travail de manière à fluidifier la circulation et éviter l'encombrement du papier. Mais ce modèle, rendu obsolète par le tout informatique, devait évoluer. C'est notamment pour cela que vont apparaître les métiers de space planner, de facility manager, ainsi que les cabinets de conseil en aménagement à partir de la fin des années 90. À partir des années 2000, les aménagements intègrent les nouvelles orientations. On parle alors de multispace. L'entreprise est un lieu de vie. On y aménage des espaces dédiés aux loisirs et aux interactions sociales. Et l'entreprise est un lieu en constante évolution. Elle permet à ses collaborateurs de se réaliser, de se former et d'évoluer. Ce sont les premiers signaux sérieux de la RSE. Focus à présent sur les derniers facteurs, ceux qui ont impacté le poste de travail dans ces 10 dernières années. Le Covid-19, bien entendu, qui relève et qui catalyse les tendances. Il ne les crée pas réellement, puisque les tendances ont toujours évolué, mais il les catalyse. Et qui oblige également les entreprises à modifier, adapter leur modèle
du poste de travail plus rapidement et qui remet la RSE au centre des préoccupations des entreprises également. Pour information, le baromètre des DRH 2020 dit que 31% des RH ont pour priorité de promouvoir et développer des politiques RSE. Également l'évolution des comportements et des attentes. Les générations Y et Z, qui sont nativement sensibles à l'écologie et attirées par des modes de travail de type Google. Et puis de manière générale, une prise de conscience progressive sur l'enjeu environnemental et la priorité à la qualité de vie au travail et à la santé des salariés. À partir de là, se dégagent deux enjeux. Le premier, comment adapter le poste de travail à la polyvalence des missions et aux évolutions des comportements en entreprise. Et deuxièmement, comment s'assurer que ces adaptations impactent positivement l'efficacité et la productivité des collaborateurs. Plus concrètement, comment le poste de travail, et plus particulièrement le mobilier de bureau, peut-il contribuer à l'engagement RSE des entreprises dans le contexte de bouleversement actuel? Piste numéro 1, décider d'agir sur une composante essentielle du poste de travail. Pour nous, la composante essentielle, elle est évidente. Chez Tertiary Recycle, nous avons choisi le siège comme élément essentiel du poste de travail pour 4 raisons. Tout d'abord, pour sa conception. La composante d'éco-conception d'un siège peut atteindre 90%. Ensuite, pour l'ergonomie, parce que de manière générale, l'ergonomie en entreprise dépend en grande partie du siège de travail. Ensuite, pour le budget, parce que le siège représente entre 25 et 40% du prix d'un poste de travail. Pour le quatrième point, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit quiz, parce que c'est ce qui nous a décidé en plus, et c'est ce qui, moi, m'a décidé à créer Tertio. C'est le nombre de sièges qui sont jetés chaque année à la benne. Est-ce que, juste en passant par le chat, est-ce que vous pouvez dire, approximativement d'après vous, on n'est pas à 50 près, combien de sièges on jette tous les ans à la benne en France? Je vais vous laisser 2 petites secondes pour répondre. Je vous donne un petit indice, ce n'est pas 2000. Ah, on est pas mal, on est pas mal. Alors, c'est encore plus que tout ça. Bonne réponse. J'ai quand même une bonne réponse de la part de Guillaume. C'est 300 000. 300 000 sièges en fin de vie. 300 000 sièges sont jetés chaque année en France. Et le pire, c'est que l'immense majorité sont éligibles au reconditionnement. Piste numéro 2, se débarrasser des idées reçues. Première idée reçue, la mise en place de la RSE, c'est plus facile dans les grands groupes qui en ont les moyens. C'est faux. La RSE, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de volonté. Là où les grands groupes ont la capacité de dégager des lignes budgétaires conséquentes pour déclencher des grands mouvements, les sociétés de taille plus raisonnable, plus petite, ont pour elles l'agilité. Et c'est au moins tout aussi important pour mettre en place une politique de RSE dans une société. Deuxième idée reçue, les TMS, c'est surtout chez les autres. On va se dire les choses. 30 millions de journées d'arrêt de travail par an, rien que pour les lombalgies. Ça ne peut pas être que chez les autres. Troisième idée reçue, un siège, ça ne sert qu'à s'asseoir. Non, au contraire, un siège, ça sert à éviter la position assise. Ça sert à éviter de donner à votre corps la position statique assise. Le siège de travail en entreprise, il est ergonomique, non pas parce qu'il va vous permettre d'avoir une bonne position toute la journée, il est ergonomique justement parce qu'il va vous permettre de soulager une position permanente. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Quatrième idée reçue, quand on achète un siège cher, il est forcément ergonomique. Malheureusement pas. Il n'est pas toujours ergonomique. Moi, je peux trouver tout un tas de sièges. Il y a un designer que j'adore, qui fait référence depuis maintenant 60 ans, qui s'appelle Charles Ims, qui dessine des sièges qui sont absolument somptueux, qui dessine des sièges qui sont absolument chers, somptuaires, et qui pourtant ne sont pas du tout ergonomiques au regard de ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Cinquième idée reçue, un siège de seconde vie, c'est un siège d'occasion. Non, pas systématiquement. Un siège d'occasion, c'est toujours un siège de seconde vie. Par contre, un siège de seconde vie, ça peut être un siège d'occasion ou un siège reconditionné. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a un décret d'application qui est paru le 17 février dernier qui indique qu'un siège reconditionné, pour pouvoir prétendre au terme de reconditionné, on doit satisfaire à certains impératifs, notamment de redonner les mêmes fonctions qu'au neuf. Piste numéro 3, intégrer des informations clés. Premièrement, avant le Covid, 80% des postes de travail étaient dédiés à une personne. Aujourd'hui, ça n'est plus que 50%.
Ça veut tout d'abord dire que les sièges passent de main en main, qu'il faut donc apprendre à les régler au quotidien de manière tout à fait fluide. Ça veut dire aussi que les responsables d'environnement de travail se retrouvent avec un nouveau défi parce que toutes les contraintes qui étaient les leurs avant restent là. Mais en plus, aujourd'hui, ils doivent posséder des compétences qui sont clairement empruntées à l'hôtellerie. Donc, c'est là qu'on intervient et qu'il y a besoin de les assister un petit peu. Deuxième idée, l'ergonomie du poste de travail ne se traite pas de la même manière à domicile qu'en entreprise. Non, parce que l'ergonomie, ce n'est pas qu'une question de meubles. L'ergonomie, c'est aussi une question de comportement. En entreprise, on a une position qui est statique, beaucoup plus statique qu'à la maison. À la maison, on va avoir différents mouvements. On va se lever, on va faire un café, on va s'occuper d'un enfant, on va lancer une machine, on va s'asseoir dans le canapé, on va s'asseoir dans le salon, on va s'asseoir dans la salle à manger, on va descendre, ouvrir à quelqu'un, décrocher le téléphone, faire les 100 pas. Bref, on sera actif. Et c'est ce qu'on appelle une ergonomie naturelle. En entreprise, on a un nombre de mouvements qui est beaucoup plus limité. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on va compter notamment sur le siège pour venir aider le squelette à ne pas conserver des positions en contrainte toute la journée, mais au contraire à soulager musculairement le squelette de manière à ce qu'une position statique ne devienne pas un problème au quotidien. Troisième chose, sur 10 utilisateurs, 7 considèrent que l'ergonomie d'un siège est essentielle. Ça, c'est bien. Pourtant, il n'y en a qu'un seul sur 10 qui sait le régler. Quatrième chose, un siège n'est ergonomique que si on maîtrise les réglages. C'est très simple. Un siège possède entre 5 et 20 réglages. C'est exactement, si je devais faire un parallèle, comme un instrument de musique. Vous pouvez posséder le plus beau des pianos à queue et le faire trôner au centre de votre salle à manger. Si vous ne savez pas vous en servir, c'est juste un objet qui prend de la place. Cinquième point, selon France Stratégie, la RSE est un formidable levier. Elle permet en moyenne un gain de productivité de 13% pour les entreprises. Piste numéro 4, les pistes actionnables. Ça, c'est ce que nous avons constaté chez les clients avec qui nous avons mené des projets. Nous avons constaté qu'ils savent évaluer la pertinence de leur équipement. Un service, par exemple, qui va fonctionner en 24/7 ne sera pas équipé du même mobilier qu'un service qui va fonctionner 8 heures par jour. Déjà parce que le mobilier n'est pas fait pour ça, ensuite parce qu'il n'aura pas la résistance, ensuite parce que la garantie ne sera pas bonne. Si vous achetez un siège tout à fait lambda pour un service, par exemple une régie TV, qui tourne en 24/7, votre siège est garanti 5 ans, certes, mais 8 heures par jour. Donc, si vous le mettez dans une régie, il va être garanti 1 an, 1 an et demi. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir sélectionner avec pertinence ces équipements. N'hésitez pas à demander aux professionnels de vous accompagner dans le choix de ces équipements. Ensuite, ces personnes savent utiliser leurs équipements. Un réglage de siège. Un siège, aussi perfectionné soit-il, n'a aucun intérêt si vous ne l'adaptez pas à votre morphologie. Au mieux, il n'apportera rien. Au pire, il placera votre squelette en contrainte permanente et provoquera plus de problèmes qu'autre chose. Ensuite, ces gens-là s'équipent en mobilier produit en Europe parce que simplement, ils considèrent deux choses. Ils considèrent, un, que la différence de prix n'est pas si énorme et que c'est un bureau sur 7 ans en moyenne. Et ensuite, ils considèrent l'empreinte carbone parce qu'on peut tout à fait faire de l'écologique, mais si on utilise pour faire de l'écologie un supertanker qui va venir de 8000 km ou un avion qui va transporter des choses, en niveau empreinte carbone, on a tout mis par terre. Ensuite, ces gens-là choisissent des partenaires engagés dans une démarche RSE parce qu'une démarche n'est vertueuse réellement que si elle l'est totalement. Vous pouvez être le plus vertueux possible si votre partenaire en amont ou en aval de ce que vous faites n'est pas engagé dans une démarche RSE, la globalité de la chaîne ne le sera pas non plus. Ces gens-là ne stockent pas de mobilier usé. Ils cherchent plutôt des solutions de réemploi. Ils cherchent des solutions de réemploi, soit pour se procurer, soit pour se séparer. Donc, ils vont acheter du réemploi, ils vont revendre du réemploi, ou ils vont faire des dons. Ils vont profiter pour faire des dons à des associations. Et vu qu'ils font des dons, ils regardent à qui ils font des dons, ils vont bénéficier d'avantages fiscaux associés. Concrètement, nos messages clés. En résumé, c'est ce qu'on voudrait vous dire. C'est la synthèse. Nous voudrions vous adresser juste 5 messages. S'il fallait retenir, c'est juste les 5 là. Premièrement, les sièges ont la capacité de durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense, à condition qu'ils soient entretenus dans la durée. C'est exactement comme une voiture. Si vous n'entretenez pas votre voiture, elle va durer beaucoup moins longtemps. Un siège, c'est la même chose.
Deuxièmement, les possibilités liées au réemploi offrent des produits aussi ergonomiques, aussi qualitatifs, pas plus chers, plus vertueux que le remplacement du neuf. N'hésitez pas. Troisièmement, aujourd'hui, tout le monde peut accéder à du mobilier ergonomique et donc contribuer davantage au bien-être au travail. Quand on a un budget limité, il existe d'autres solutions que l'entrée de gamme, le réemploi bien entendu. Si vous possédez des sièges que vous pensez être en fin de vie et vous avez une problématique par rapport à un remplacement, vous avez probablement 80% de la solution déjà avec vous. Et enfin, en matière de sièges de travail, tous les acteurs, qu'il s'agisse des industriels, fabricants, qu'il s'agisse des distributeurs, qu'il s'agisse des utilisateurs ou qu'il s'agisse des filières de réemploi, surtout les éco-organismes, ont un intérêt et peuvent participer à l'économie circulaire. Enfin, en conclusion, grâce à la RSE, votre poste de travail est générateur d'économie et d'écologie. La RSE, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Et la RSE n'est pas une charge, c'est un levier de performance. Et c'est cette dernière idée qu'il faut surtout retenir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. N'hésitez pas si vous avez des questions. Notre métier à nous, c'est de reconditionner des sièges de travail. Nous reconditionnons en local et grâce à nos méthodes, nous prolongeons la vie des sièges de plus de 10 ans. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus davantage ou si vous voulez qu'on parle de vos projets. Avez-vous des questions ? Je vois que les questions arrivent. Combien de temps faut-il en moyenne pour reconditionner un siège ? Quelques jours. Quelques jours. Concrètement, la plateforme qu'on a mis en place, et paraît-il, on est ceux qui ont la plus grosse capacité, on a la capacité à faire 2000 sièges par mois. Il n'y a vraiment pas de quoi. Qu'est-ce qu'on change dans le reconditionnement d'un siège ? Concrètement, si vous voulez, on change des pièces, en réalité, sur moins de 5% des sièges. La plupart du temps, on peut reconditionner un siège sans changer de pièces. C'est-à-dire qu'on va bien sûr réparer les pièces, mais on va surtout reconditionner l'existant. Donc, on va prendre le siège, on va le démonter totalement, et les pièces qui sont abîmées, on va d'abord essayer de les refaire. Ça fait 7 ans qu'on fait de la R&D. Donc, on a défini maintenant des méthodes qui nous permettent de rattraper les résines, les caoutchoucs, les rayures, un petit peu tout. Donc, concrètement, pour vous donner un ordre d'idée, les pièces neuves, c'est sur moins de 1% de sièges. Est-ce qu'on peut reconditionner tout type de siège ? Oui. Oui, complètement. Il n'y a pas de siège qui ne soit pas, mis à part un état tout à fait lamentable de le passer sous un camion ou éventuellement un gros trou béant dans une assise, ce qui est vraiment un souci, si vous voulez. Fondamentalement, on peut tout reconditionner. Après, c'est surtout une histoire de prix, c'est-à-dire que si on tombe sur une pièce qui est très abîmée, un trou béant dans l'assise, ça, on ne sait pas le compenser, donc on va être obligé de changer l'assise. Là, on va tomber dans des prix qui vont mettre un petit peu en ballottage l'intérêt du reconditionnement. Mais ce sont des cas de figure qui sont malgré tout assez rares. Aujourd'hui, la moyenne de sièges qu'on ressort en reconditionné par rapport à un gisement que nous donnerait un client, que nous confierait un client, on ressort à peu près 80 à 90% des sièges reconditionnés. Combien de fois peut-on recycler un siège ? On n'a pas vu la limite, on en est à la troisième fois, on est à la troisième vie des sièges qu'on a eu chez nous il y a 7 ans. 2 fois pour le même client qui le possédait, qui nous a fait refaire une fois plutôt que changer, qui nous a fait refaire une deuxième fois plutôt que changer, puis on les a refaits et là ils sont partis chez d'autres personnes. Franchement, ils sont toujours aussi propres, à mon avis, ils ont encore une bonne dizaine d'années de vie de Partout en France, oui. Alors, nous, on ne le fera pas nous-mêmes partout en France, mais en fait, en Île-de-France, c'est nous qui le faisons. Dans le reste de la France, on forme des associations humanitaires pour prendre le relais, pour respecter le principe, en fait, de l'empreinte carbone. Le reconditionnement peut-il aboutir à une modification des caractéristiques de certains sièges ? Non, c'est du reconditionnement. Donc, légalement, si jamais ça aboutit à une modification des caractéristiques, nous, on ne le sort pas en tant que siège reconditionné.
Jusque-là, les sièges qu'on a dû dégrader en termes de fonctionnement, on ne les a pas sortis, on a préféré les démonter pour récupérer les pièces pour d'autres. Est-ce pertinent de reconditionner tout type de siège? Ça va dépendre peut-être du prix du siège à l'origine. J'ai envie de dire, écologiquement, oui, c'est pertinent de reconditionner tout type de siège tant qu'ils peuvent l'être. Il ne faut pas hésiter. Après, bien souvent, vient la contrainte financière. Et là, en général, on arrive à faire le tri, c'est-à-dire qu'un siège qui a coûté 150 € quand il était neuf, peut-être une fois le reconditionnement ou un reconditionnement un peu léger. Mais après, non, je pense que financièrement, faut aussi trouver quelque chose. Donc, voilà. Écologiquement, oui, c'est pertinent. Économiquement, pas forcément. Pouvez-vous préciser les avantages fiscaux? Ah oui, oui, tout à fait. En fait, quand on a affaire à une association qui est d'utilité publique, donc comme celle avec lesquelles on travaille, quand vous voulez vous séparer de mobilier, en fait, on va valoriser. Donc nous, on est habilité à valoriser le mobilier. Et quand on valorise le mobilier, vous le donnez à l'association et celle-ci, en retour, vous donne ce qu'on appelle un reçu fiscal et vous pouvez déduire 50% du montant du reçu fiscal, 50% du montant du don, vous pouvez le déduire de vos impôts ou bénéficier d'un crédit. Une entreprise qui achèterait des sièges reconditionnés a-t-elle un intérêt économique, un avantage fiscal? Si oui, de quel ordre? Alors aujourd'hui, une entreprise qui achète des sièges reconditionnés n'a pas d'avantage fiscal. L'intérêt économique, oui, parce que ça lui permet d'accéder à l'ergonomie pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, un siège reconditionné ressort sur le marché 80% en moyenne moins cher que le prix du neuf, alors qu'il est quand même garanti. Nous, on sort les sièges garantis 1 an. Y compris celles qu'on reconditionne pour vous. C'est-à-dire si on reconditionne vos propres sièges, on va les garantir 1 an. Donc l'intérêt économique, il est là. L'avantage fiscal, non, pas dans le cadre d'un achat, ou du moins pas encore. C'est quoi le rapport entre le prix d'un siège neuf et celui d'un reconditionné? Voilà, c'est environ minimum 70%. On est entre 70 et 90% moins cher sur le reconditionné par rapport au prix du neuf. Alors, est-ce que c'est vous qui vous occupez? Je ne vois pas la dernière ligne, je vais la voir tout de suite. Donc, concrètement, je pense que j'ai un peu la question. Est-ce que c'est nous qui nous occupons du reconditionnement? Oui. En Ile-de-France, le reconditionnement est fait dans notre entrepôt à Gennevilliers. Et il est fait par des personnes, en grande majorité, qui sont issues de l'insertion. La logistique. Ah bah oui, non, c'était pour la logistique, d'accord. Alors, sur la logistique, oui, tout à fait. On vient prélever le siège dans l'entreprise, on le reconditionne et après on le relivre directement au poste de travail. Alors, ça, c'est ce qu'on peut faire. Ce n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez nous apporter les sièges pour économiser un petit peu de logistique, mais en même temps c'est symbolique, mais vous pouvez. Vous pouvez les amener, vous pouvez revenir les chercher. Il n'y a aucun problème. Mais sinon, on les relivre jusqu'au poste de travail, y compris la formation aux utilisateurs pour les réglages, bien entendu. Combien de sièges d'un coup pouvez-vous reconditionner sur une seule opération? On s'engage chez tous nos clients à 50 sièges la semaine. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'assurer pour tout le monde en même temps. Après, si on a moins de demandes d'un coup, on pourra s'engager sur 200, 300 sièges. C'est déjà arrivé qu'on fasse plusieurs centaines dans la semaine. Proposez-vous des sièges le temps du reconditionnement? Oui, quand on fonctionne par phase, bien entendu. Si on fonctionne par phase jusqu'à 50 sièges, parce qu'après, on va avoir un souci de stock de disponibilité sur les sièges de courtoisie. Mais on propose des sièges de courtoisie, bien entendu. On peut laisser des sièges en prêt le temps du reconditionnement. Tertio? Alors, Tertio Recycle, en fait, Tertio Recycle, c'est simple. Avant de créer cette société, j'étais directeur des opérations donc, au sein du groupe Steelcase et j'ai vu beaucoup de postes de travail. J'ai à mon actif à peu près 250 000 postes de travail installés. Donc, j'ai eu le temps de voir beaucoup de sièges et j'ai surtout vu des sociétés qui avaient des moyens, qui achetaient des sièges. Un siège neuf, c'est à peu près entre 400 et 2000 euros. En fonction du modèle et de ses options. Donc, j'ai vu des sociétés acheter des sièges qui valaient très cher et
les mettre à la benne au bout de 6 ou 7 ans. En face de ça, je voyais des clients qui achetaient des sièges entrée de gamme, qui mettaient 100, 150 euros. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage parce que d'une part, en travaillant un petit peu sur les sièges, on pouvait les amener à un prix très raisonnable et de manière très qualitative. Et puis d'autre part, ça forçait les distributeurs et ça forçait tout tissu économique à vendre du low cost entrée de gamme, alors que ce même tissu économique, avec un coup de pouce, pouvait tout à fait avoir un low cost vertueux. Donc c'est ce que je me suis attaché à faire et c'est ce qu'on fait de plus en plus aujourd'hui, puisque je crois qu'aujourd'hui, en termes de volume, on est les plus grands en Europe. Quid des chauffeuses, banquettes, canapés? Alors, les chauffeuses, banquettes, canapés, on fait un peu de reconditionnement aussi, mais c'est surtout la demande concernant ces éléments-là et surtout en entretien sur site. C'est-à-dire que là, on va passer très souvent, par contre, dans des entreprises où le week-end, les agences bancaires, par exemple, ou les accueils de grandes sociétés, on va passer faire du nettoyage, désinfection sur site et détachage. Le reconditionnement n'est pas très fréquent sur ces éléments-là. Mais c'est peut-être l'histoire, parce que le reconditionnement de sièges de travail existe depuis à peu près 7 ans, 6 ans. On l'a initié, puisqu'il y a 7 ans, c'était l'élément qui partait par défaut à la benne, on gardait les bureaux et les armoires. Maintenant, ça s'est presque inversé. Donc, c'est la première pierre. Aujourd'hui, on a reçu beaucoup justement d'éléments lounge et d'éléments habitat. Peut-être que c'est une mode qui commence, peut-être que c'est une habitude qui commence, c'est ce que je souhaite. Après, il reste que la partie tissu sur ces modèles-là est beaucoup plus importante et la partie technique beaucoup plus faible. Donc le reconditionnement ne se fait pas de la même manière. C'est plus difficile de tenir économiquement quand on reconditionne des tissus parce que le travail pour les refaire est énorme. Et c'est pour ça que c'est peut-être moins pertinent en fait, sauf sur certains modèles. Qu'entre 400 et 2000, c'est chez Steelcase. Ben, pas que, c'est chez Steelcase. Bien entendu, c'est chez Steelcase, c'est chez Herman Miller, c'est chez Vitra. Et effectivement, oui, ce sont des sièges qui sont ergonomiques, qui sont étudiés. Il y a une grosse R&D chez ces fabricants, chez d'autres aussi, mais c'est juste la réalité. Mais bon, Steelcase, c'est le leader mondial, et enfin, c'est le numéro 2 et Herman Miller le numéro 1, donc on ne peut que considérer leur prix de vente. Comment on fait pour échanger la suite du webinaire? N'hésitez pas à me contacter, soit via le site internet www.tertiorecycle.fr, soit sur le site internet de la maison mère qui est tertio-eng.com. Voilà. Et nous sommes à votre disposition. Comme j'ai l'habitude de dire chez Tertio, les conseils sont gratuits. Donc, n'hésitez pas à en user. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Encore toutes mes excuses pour les aléas techniques. Nous ferons en sorte que ça marche beaucoup mieux du premier coup la prochaine fois. Mais en tous les cas, ça a été très sympathique et vous avez été vraiment super compréhensif. Ça a été un vrai bonheur de faire ça pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et n'oubliez pas, soyez vertueux. Oui, il y a un replay. Il y a un replay qui va être disponible. On va vous envoyer le lien à tous les participants. On va envoyer le lien avec le replay et les coordonnées des personnes à contacter. Comme ça, si vous avez une problématique, nous sommes à votre service. Merci beaucoup. Merci, oui, c'est vrai, ça arrive. Excellente journée à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir.